Je rappelle que dans la séance précédente, on a introduit un nombre noté et appelé racine de 2 qui n'appartient pas à Q. Puis, on a montré que la partie formée des rationnels positives dont le carré est inférieur strictement à 2, qui est non vide, n'admet pas de borne supérieure en Q. D'où la nécessité d'introduire un ensemble plus grand que Q qui contient Q, muni des opérations plus multipliées de la relation d'ordre inférieur ou égal, et cet ensemble vérifie la propriété de la borne supérieure. Ainsi, dans cette séance, ici de vidéo, nous allons attaquer les notions suivantes. On va introduire l'ensemble M, puis on va donner une caractérisation de la borne supérieure et la borne inférieure d'une partie. On donnera aussi des exemples dans lesquels on trouve ou bien on cherche les bornes supérieures et inférieures de certaines parties. On donnera aussi une méthode à suivre pour déterminer la borne sup et la borne inf d'une partie de R non vide. On attaque par la suite la partie entière d'un nombre réel. Et puis, on montrera au passage que cet ensemble R vérifie aussi la propriété d'Archimède. Et on va démontrer que tout nombre réel peut être approché par des nombres décimaux, tels que le A appartenant à Z. Et ce chapitre va être terminé par le fait que Q et le R moins Q, ça veut dire l'ensemble des nombres irrationnels qui n'appartiennent pas à Q, sont dans R. Bien. Nous admettrons donc dans ce cours le théorème suivant. Il existe un ensemble R appelé ensemble des nombres réels contenant Q est muni de deux lois plus multipliées et donc relation binaire inférieure égale prolongeant plus multiplié et inférieur égal dans Q tel que. La première propriété est que R, muni de la loi plus multipliée et de la relation d'ordre inférieur égal est un corps commutatif, bien sûr, totalement ordonné. La deuxième propriété est que toute partie non vide et majorée de R admet une borne supérieure dans R. Dans la pratique, comme je l'avais déjà dit, nous aurons besoin de caractériser les bornes supérieures et inférieures comme suit. Donc, propriété de la borne supérieure. C'est la propriété, bien ce sont les deux propriétés caractéristiques des bornes supérieures et inférieures. Si je prends A, une partie non vide de R et deux réels M, petit m et grand M, alors M, grand M, c'est la borne supérieure de A, si et seulement si. La première propriété est que, quel que soit X appartenant à A, X inférieur ou égal à M. Ça veut dire que M est un majoron de A. Quant à la deuxième propriété, quel que soit epsilon positif, pour tout epsilon positif, il existe un X qui appartient à A, tel que M moins epsilon inférieur strictement à X. Pour la caractérisation de la borne inférieure, on a l'équivalent suivant. M est la borne inférieure de A, si et seulement si. Premièrement, quel que soit X appartenant à A, M inférieur ou égal à X. Ça veut dire que petit m est un mineron de A. Quant à la seconde propriété, pour tout epsilon positif, il existe un X qui appartient à A, tel que X inférieur strictement à M plus epsilon. Pour la démonstration, vous la trouverez dans la plateforme avec ce document. Néanmoins,
je vais proposer ou bien reproduire cette démonstration. Démontrons donc la première propriété. Ça veut dire M égale au sup de A si et seulement si les deux propriétés 1 et 2 sont vérifiées. La première propriété est que quel que soit x appartenant à A, le x est inférieur ou égal à 1. La deuxième propriété est que quel que soit epsilon positif, il va exister un x qui appartient à A, tel que le x est inférieur strictement à m plus l'epsilon. Pardonnez-moi. Donc la deuxième est quel que soit epsilon positif, ou taux réel positif, il va exister un x qui appartient à A, tel que le m moins epsilon est inférieur strictement à x. Bien, donc procédons par équivalence successive. M égale au sup de A. Tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est la définition de la borne supérieure. Un nombre réel est la borne supérieure d'une partie anomale de R équivaut à M est le plus grand et le plus grand et le plus grand majoron de A. C'est ça? Non. Donc M est le plus petit majoron de A. M est le plus petit majoron et le plus petit majoron de A. Et ceci est équivaut à. Donc dans cette proposition, il y a en fait deux. La première est que M est un majoron de A. La deuxième est que M est le plus petit de ces majorons. Donc, essayons de les traduire. M est un majoron de A, c'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à A, x inférieur ou égal à 1. Et c'est la première propriété. La deuxième propriété, je vais l'écrire autrement. Si je prends un prime appartenant à R, tel que un prime inférieur strictement à M, alors un prime n'est pas un majoron. Un prime n'est pas un majoron de A, bien sûr, n'est pas un majoron. Pardon, n'est pas un majoron de A. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceci est équivaut à la première propriété, je vais la garder. Quel que soit x appartenant à A, le x est inférieur ou égal à 1. Quant à la seconde propriété, dire que M' n'est pas un majoron de A, ça veut dire que M' n'est pas un majoron de A. Ça veut dire qu'il existe un x qui appartient à A, tel que le x dépasse ce imprime. Et bien sûr, ce imprime, il est quelconque. La deuxième propriété, quel que soit imprime appartenant à n, si on a imprime inférieur strictement à n, alors pour ce imprime, quelconque, mais inférieur strictement à n, on aura l'existence d'un x qui appartient à A, tel que bien sûr imprime est inférieur strictement à x. Ça veut dire que l'imprime n'est pas un majoron. Mais l'ensemble des imprimes qui appartiennent à R, tel que imprime est inférieur strictement à n, n'est rien d'autre que le m moins epsilon, tel que epsilon est positif. C'est un nombre réel positif. Bien sûr, pourquoi? Si je prends un élément dans cet ensemble, c'est un élément qui s'écrit
m moins epsilon. Dès que le epsilon est positif strict, on a donc m moins epsilon inférieur strictement à 1. Donc cette ensemble, elle est là. Ce m moins epsilon, il appartient à 1. Maintenant, donc cet ensemble est inclus dans sublime. Inversement, si je prends un 1' qui est inférieur strictement à 1, alors ce 1', si je prends bien sûr, un 1' qui appartient à R, tel que, ça veut dire, je prends un élément de cet ensemble, alors 1', je peux l'écrire comme ça. Donc, c'est M' moins M moins 1'. Pardon, c'est M. Je veux le M moins ça. Et celui-là, M moins 1', puisque le 1' est inférieur strictement à M, alors le M moins 1' est supérieur strictement à 0. Donc, pour avoir un élément de cet ensemble, il suffit de poser le epsilon et l'éclat à M moins 1'. Donc, chaque élément de cet ensemble appartient à cet ensemble. Ainsi, la deuxième propriété devient, donc, alors, M égale au sup de A, ceci équivaut à. Donc, la première propriété, je vais la garder. Quel que soit x appartenant à A, x inférieur ou égal à m, quant à la seconde propriété, elle devient comme si, quel que soit epsilon positif, il existe un x qui appartient à A, il existe un x qui appartient à A, tel que bien sûr le m moins epsilon est inférieur strictement à x. Et bien sûr, ce m moins epsilon, ça représente un imprime ici, ici qui appartient à R et inférieur strictement à 1. Donc, on a la caractérisation. Pour la deuxième propriété, ça se fait de la même manière. Si m égale à l'inf de A, si seulement si bien sûr, quel que soit x, est égal, je vais faire la définition, je vais commencer ici, de si m elle est égale à l'inf de la partie A qui est en vide de 1, si seulement si m, cette fois-ci, est le plus grand minorant, ou bien des minorants de A, le plus grand des minorants de A. Ainsi, dans cette proposition-ci, il y a deux propositions. M est un minorant, ça veut dire quoi? Quel que soit x dans A, cette fois-ci, le petit m, il minore A. Donc, tout élément de A est supérieur ou égal à petit m. La deuxième propriété, si le plus grand des minorants, donc quel que soit un prime appartenant à R, si je prends cette fois-ci un prime qui est supérieur strictement à m, ce n'est plus un minorant. Donc m' et n'est pas un minorant de A cette fois-ci, n'est pas un minorant de A, car m est le plus grand des minorants. Donc, la première propriété, je vais la garder, quel que soit x dans A, si m inférieur ou égal à x. Quant à la deuxième, donc, quel que soit un prime appartenant à R, quel que soit un prime appartenant à R, si on a m inférieur strictement à un prime, alors dire que un prime n'est pas un minorant, dire que un prime, n'est pas un minorant, ça veut dire qu'il va exister un x qui appartient à A, tel que le x est inférieur strictement à ce 1'. Donc, un prime n'est pas un minorant. Or, par la même méthode, l'ensemble des 1' qui appartiennent à R, tel que cette fois-ci, M inférieur strictement à 1', mais rien d'autre que. Donc, le 1' il est supérieur à M. Donc, j'obtiens le 1' à partir de M en ajoutant un epsilon. C'est un petit m
plus un epsilon avec le epsilon positif. Bien sûr, la démonstration, ça se fait de la même manière. Ainsi, la propriété devient, la caractérisation devient petit m égale à l'inf de la partie A, si et seulement si, bien sûr, la propriété, la première propriété, le x est supérieur ou égal à petit m pour tout x de R, le x, il est donc à quel compte? Elle est inférieure ou égale à m, car, ça veut dire que petit m est un majoron, alors que m est un minoron, m inférieur ou égal à x. Maintenant, vu l'égalité de ces deux ensembles, quel que soit epsilon positif, donc pour tout imprime, à chaque imprime dans R, lui correspond un epsilon positif vu cette égalité. Donc, quel que soit epsilon positif, le m moins epsilon, le m moins epsilon, c'est pas le m moins epsilon, c'est le m plus epsilon cette fois-ci, le m plus epsilon, n'est plus un minoron. Ça veut dire le m plus epsilon. Pour lui, elle va exister un x qui appartient à A, tel que ce x inférieur à 5. Et voilà, on a la caractérisation. Voilà, donc on continue. Pour les démonstrations, comme je l'avais déjà dit, ils sont là. Petite proposition, c'est que toute partie non vide et minorée de R admet une borne inférieure dans R. Donc la démonstration est simple à faire. Je vais la lire ici. Donc si je prends A, une partie non vide de R, telle que A soit minorée, on considère la partie de R définie par moins A, c'est l'ensemble des moins X tel que X appartenant à A. Ainsi, moins A est non vide, elle est majorée. Elle est non vide parce que dire que A est non vide, donc elle contient un élément. Si je prends cet élément, si petit a par exemple, moins A, il appartient moins A. Elle est majorée. Pourquoi? Parce que pour tout m dans R, m minore A, alors moins m, c'est un majoron de moins A. Donc c'est une partie non vide et majorée. R possède la propriété de la borne supérieure, donc il existe, donc ce moins A admet une borne supérieure, soit m égale la borne supérieure de moins A. Alors, d'après la propriété caractéristique que nous venons de voir et démontrer, quel que soit x dans A moins x inférieur ou égal à m, deuxième propriété, quel que soit epsilon positif strict, le R plus étoile ici, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à R qui sont strictement positifs. Il existe un X qui appartient à A, tel que M moins epsilon inférieur strictement à moins X, car les éléments de moins A cette fois-ci, ça s'écrivent moins X tel que X appartient à A. Et ceci implique que quel que soit X dans A moins M inférieur ou égal à X, j'ai multiplié par moins 1, donc cette inégalité se renverse. Et pour tout epsilon strictement positif, il existe un x qui appartient à A, tel que x inférieur strictement à moins 1 plus epsilon. Et ces deux propriétés, ce n'est rien d'autre que la caractérisation du fait que moins m est la borne inférieure de A. Ici, c'est un minoron, et ici, dès que j'ajoute un epsilon positif à moins m, alors il n'est plus un minoron. Donc, moins m, c'est l'inf de A. Donc, A admet une borne inférieure dans R et l'inf de A, voilà, elle est égale à moins sup de moins A. À titre d'exercice, vérifiez que pour une partie non vide et majorée A de R, on a la chose suivante. Le sup de A égale à moins l'inf de moins A. Un autre exercice, montrer que toute partie A de R non vide et non majoré n'admet pas de borne supérieure dans R. On écrit parfois sup de A égale à plus l'infini. De la même manière, si je prends une partie non vide et minorée cette fois-ci, et en utilisant les mêmes techniques, cette partie admet, si cette partie est non vide et non minorée, elle n'admet pas de borne supérieure dans R. On écrit parfois que l'inf de A égale à l'infini.
Donc, nous avons déjà montré que le Q vérifie la propriété d'Archimède, ou bien que Q est archimédien. La même propriété est vraie aussi dans R, sauf que la démonstration cette fois-ci diffère beaucoup de celle que nous avons déjà vue pour le Q. Ainsi, pour tout élément A de R plus étoile, ça veut dire pour tout nombre réel strictement positif et tout A appartient à R, il existe un entier naturel N tel que, bien sûr, NA est supérieur strictement à B. Donc c'est la même propriété pour la démonstration. Donc on va voir qu'il ne se fait pas de la même manière. Même si elle est là dans ce document, je vais la reproduire avec vous. Bien. Par l'addition, démonstration de la proposition par l'addition. Après, supposons qu'il existe un A positif strict et B qui appartient à R, tel que, quel que soit N appartenant à N, le N A, elle est inférieur ou égal à B. Ainsi, en posant cet ensemble, si l'ensemble formé de N fois A, tel que le N appartenant à N, on aura la suivante. On a, premièrement, A, il est différent de B. Eh bien, pourquoi? Il suffit de prendre un N qui appartient à N quelconque, 0, 1 et 2, et j'obtiens, par exemple, si je prends N égale à 1, j'obtiens A appartient à 1. Donc, c'est une partie non vide. Et par A appartient à A, prendre, par exemple, N égale à 1. Et par cette définition, si je prends un nombre réel, et le N un entier naturel, et le fait que le R contient Q, donc il contient N, alors NA c'est un nombre réel. Donc A est un vide. Deuxièmement, A c'est une partie de R. Et troisième chose, de plus, on voit que quel que soit X appartenant à A, donc le X est s'écrit comme ça, N fois A, mais d'après cette supposition, le X est inférieur ou égal à B. B étant un nombre réel, ce qui veut dire par contre que la partie A est en fait, d'où la partie A est majorée par le réel B. Ainsi, A étant non vide est majoré de R bien sûr, une partie non vide majorée de R, elle admet donc une borne supérieure M. Elle admet donc une borne supérieure en M. Et bien sûr, ce M, il appartient à M. On a donc, quel que soit N appartenant à N, le N plus 1, elle appartient à N. Ce sont les propriétés de N. Chaque entier naturel a un successeur. D'où N, quel que soit N, appartenant à N, N plus 1, elle est inférieure ou égale à N. D'après, N plus 1 fois A. Parce que les éléments de A, ça s'écrit N fois petit a avec N appartenant à N. Vu que si je prends un N quelconque appartient à N, N plus 1 appartient à N, donc pour tout N appartenant à N, N plus 1 fois A appartenant à A, donc, puisque M c'est la borne supérieure, d'après la première propriété de la caractérisation de la borne supérieure, donc N plus 1 fois A est égal à N. Ou encore,
quel que soit n appartenant à n, je vais multiplier ici par, ou bien développer ce produit, je vais obtenir NA, et plus A, elle est inférieure ou égale à n, ou encore, le NA, elle est inférieure ou égale à n moins petit a. Mais ce petit a étant choisi strictement positif. Donc, ce m moins a, elle est inférieure strictement à n. Donc, ce m moins a est inférieur strictement à n. Ainsi, dire que quel que soit n appartenant à A, n a inférieur à ça veut dire que quel que soit x appartenant à A, x est inférieur ou égal à m moins a, et ce m moins a, elle est inférieure strictement à n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que m moins a est un majoron de A. Est un majoron de A dans R, de A dans R, plus L qui est strictement inférieur, qui est strictement inférieur, donc c'est un majoron, pardon, qui est strictement inférieur à M. Et cette proposition-là est une contradiction, parce que M est la borne supérieure de Contant, ce qui est absurde. Donc, ce que nous avons déjà supposé faux, ça veut dire que, quel que soit donc, la conclusion, quel que soit A positif, quel que soit B appartenant à N, il existe au moins un n qui appartient à n, tel que n fois a est supérieur strictement à b. Donc cette propriété d'Archimède a quelques conséquences. La première conséquence est la suivante. Cette propriété signifie que si l'on considère un nombre réel A strictement positif, aussi petit soit-il, et que l'on considère la suite A, 2A, 3A, 4A, 5A et ainsi de suite, alors on obtient dans cette suite des nombres aussi grands que l'on veut, dépassant n'importe quel nombre réel donné. Autrement dit, une quantité aussi petite soit-elle, ajoutée suffisamment de fois à elle-même, dépasse n'importe quelle quantité donnée. La deuxième conséquence est le corollaire suivant. Pour tout B appartenant à R, il existe un n qui appartient à n tel que n supérieur strictement à B. Pour la démonstration, il suffit de prendre A égale à 1 dans le théorème précédent. La deuxième conséquence, c'est que le sous-ensemble n de R est non majoré. Aussi, les ensembles Z, D, Q et R ne sont pas majorés, vu que ces ensembles contiennent l'ensemble N. Eh bien, pour la démonstration, le premier point N est non majoré est exactement la négation du corollaire précédent de ce corollaire. Maintenant, pour le deuxième point, sinon, N serait majoré, ce qui est absurde. Dans la pratique, pour déterminer la borne supérieure et la borne inférieure d'une partie numérique de R, on suit les étapes suivantes. La première, on montre que A est non vide. Il suffit de trouver un élément appartenant à A. Le deuxième point, on montre que A est majoré. Il suffit de trouver un majoron de A. Troisième point, si un non vide est majoré, alors le sub de A existe dans R. Pour voir si un majoron M de A est la borne supérieure de A, on regarde d'abord est-ce que le M appartenant à A
car dans ce cas, on aura le m égale au maximum de A, donc le sub de A, c'est exactement m. Sinon, on voit si m vérifie la propriété caractéristique de la borne supérieure, à savoir, quel que soit epsilon positif, il existe un x qui appartient à A, tel que m moins epsilon inférieur strictement x, ou bien on fait un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire on suppose qu'il existe un majeur moins 1 prime de A, avec un prime inférieur strictement à 1, et on essaie de trouver une contradiction, ça veut dire une absurdité. Et bien sûr, on procède de la même manière, bien d'une manière analogue, pour déterminer la borne inférieure d'une partie A de R, si bien sûr elle existe. Si le sub de A ou l'inf de A n'est pas donné, il faut deviner la valeur de sub ou de l'inf de cette partie. Parfois, la représentation de la partie A sur la droite numérique est très utile. Par exemple, on peut essayer avec cet ensemble en le représentant sur la droite numérique pour trouver la borne supérieure et la borne inférieure. Maintenant, nous allons donner quelques exemples illustratifs de la recherche de la borne supérieure et la borne inférieure. Commençons par cet exemple. Donc, je vais considérer la partie A qui est égale à l'ensemble des deux n moins 1 sur 2n plus 1, tel que n appartenant à n. Donc, la démonstration, bien la recherche de la borne supérieure et la borne inférieure, de cet ensemble, en suivant les étapes déjà mentionnées, et les dons sur cours, et vous sera posé dans la plateforme de la faculté des sciences d'Almelaise dans la vidéo numéro 3. Néanmoins, je vais reproduire cette démonstration avec vous.